Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass animée par Édouard Wentrop sur le film La Belle Équipe de Julien Duvivier. Nous sommes ravis d'accueillir Édouard Wentrop. Édouard Wentrop, vous êtes catalan d'adoption et directeur de la programmation du Festival international du film indépendant de Bordeaux. Et vous avez été délégué général de la quinzaine des réalisateurs pendant de nombreuses années. Et évidemment, vous étiez présent aux rencontres cinématographiques de Cannes, vous êtes toujours présent aux rencontres cinématographiques de Cannes chaque année au mois de novembre pour animer des masterclass. Vous avez d'ailleurs animé des ateliers critiques pendant des années parce que vous avez été vous-même critique de cinéma pendant près de 26 ans à Libération. Donc, merci beaucoup d'accepter de présenter ces films pour nous et je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, La Belle Équipe est un film de Julien Duvivier de 1936 avec comme star Jean Gabin. Et c'est une période très intéressante de la carrière de Jean Gabin. Gabin a une trentaine d'années et il est star vraiment depuis l'année précédente, c'est-à-dire depuis La Bandera, film également de Julien Duvivier. Qui a lancé définitivement comme le phénomène du cinéma français, donc de la fin de ces années 30, ce qu'il restera jusqu'à la guerre. C'est assez étonnant de voir d'ailleurs la carrière de Gabin, qui vient du music-hall, qui ensuite est arrivé dès le début du parlant en France au cinéma, d'abord dans des seconds rôles, ensuite dans des films très divers qui allaient de la comédie jusqu'au drame, qui a tourné avec des réalisateurs comme Litvak, comme Pabst, donc dans sa première période, et puis qui ensuite a trouvé avec Julien Duvivier une sorte de compagnonnage qui va, à lui en tout cas, porter chance. Premier film qu'il fait avec Duvivier, c'est Maria Chapdelaine. Ensuite, il y aura Golgotha, dont il ne garde pas un très bon souvenir, enfin dont Gabin ne garde pas un très bon souvenir. En Ponce Pilate, il était quand même assez limite avec son accent faubourien. Et puis après, il y a La Bandera. Alors là, La Bandera, non seulement c'est un film qui lui assure une notoriété définitive, si on peut dire, encore qu'il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, notamment dans l'après-guerre, mais aussi c'est un modèle au niveau de la gestion de sa carrière et de son choix de film, c'est-à-dire La Bandera a pu être tournée donc l'année qui précède La Belle Équipe grâce au soutien absolu de Gabin, et qui d'ailleurs jusqu'à la guerre ne va plus prendre de films qu'il n'aura pas choisis. C'est-à-dire les 11 films, 12 films qu'il y a, Bandera comprise, jusqu'à son départ pour Hollywood, c'est-à-dire son départ de France parce qu'il n'accepte pas l'occupation allemande. Les 12 films donc, qu'il va tourner désormais, il les aura choisis, il aura participé en partie à la production, que ce soit en faisant pression parce que maintenant il a un nom important au box-office, ou tout simplement en prenant, en s'investissant dans tous les sens du terme dans la préparation du film. Le premier film, donc, c'est La Bandera de Julien Duvivier. Le deuxième, c'est celui dont je vais maintenant parler, c'est-à-dire La Belle Équipe de Julien Duvivier, encore, écrit par Charles Spaak. Et puis, donc, il y a un film qui a laissé des traces, moins pour son succès à l'époque, parce que si La Bandera était un succès énorme, si Pépé le Mocco, qui suit La Belle Équipe, a été un succès énorme, et je ne parle pas de la Grande Illusion, qui fut un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français, dans lesquels donc Gabin joue à chaque fois le rôle ou un des rôles principaux. La Belle Équipe n'a pas eu énormément de succès à sa sortie, et on va essayer peut-être de voir pourquoi. Et par contre, il a eu une carrière
postérieure assez incroyable, d'autant plus incroyable que le film était difficile à trouver, notamment jusqu'à très peu de temps en DVD, mais même avant, pour des problèmes de droit dont on reparlera, et il était difficile même à montrer. Et ce film a gardé une formidable, comment on pourrait dire, une voilà, le mot m'échappe, une aura, pour prendre un mot compliqué, une réputation, pour prendre un mot beaucoup plus facile, une réputation énorme. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. D'abord, on lui a imputé d'être le film du Front populaire, dans le sens où on y voyait des ouvriers. L'histoire donc de la belle équipe, c'est l'histoire de 5 chômeurs, des travailleurs au chômage qui on gagne un dixième de la loterie nationale, gagne suffisamment d'argent, 100 000 francs, pour pouvoir, après avoir pensé chacun faire son trou de son côté, ils décident de se mettre ensemble et ils construisent, puis ensuite veulent animer, on verra ensuite que ça sera plus difficile qu'ils ne le pensaient, une guinguette au bord de l'eau. D'ailleurs, c'est une chanson qui aussi va faire beaucoup pour la notoriété de la belle équipe. Cette chanson chantée par Gabin quand je me promène au bord de l'eau, et, voilà, et qui est une chanson qui est chantée d'abord qui est mise en musique pour le générique du film, et ensuite qui est chantée par Gabin lui-même et dansée, parce qu'il danse en même temps qu'il chante à un moment, au milieu du film. Et je pense que cette chanson aussi a fait énormément pour la notoriété posthume, si on peut dire, du film, bien après que son exploitation ait cessé. Et je pense que là, on peut réfléchir sur ce qui fait que ça fonctionne à ce niveau-là. Donc ça passe pour un film du Front populaire, en tout cas inspiré par le Front populaire. On mettra un bémol un peu plus tard, parce que c'est quand même la fin tragique du film montre que s'il est inspiré par l'esprit de l'époque, peut-être qu'il n'est pas. Enfin, il y a toujours enfin, il y a comment on pourrait dire, un élément qui est sans doute Julien Duvivier, qui est quand même un cinéaste pessimiste, qui a rarement fait terminer ses films de manière gaie et positive, qui était quelqu'un qui avait quand même une assez grande misanthropie, encore plus une misogynie certaine, qui est d'ailleurs présente aussi dans ce film. Donc fait que le film, que l'expérience communautaire va échouer. Et donc, par ailleurs, il y a des films inspirés positivement par cet esprit de l'époque, l'esprit du Front populaire. Au même moment, Jean Renoir tourne sur un scénario de Jacques Prévert, un film qui s'appelle Le crime de Monsieur Lange, où malgré beaucoup de problèmes, à la fin, ce sont les travailleurs qui gagnent, donc bien dans l'esprit de Jacques Prévert. Celui-là, non. À la fin, ça se termine mal. Alors, on peut toujours dire que c'est l'esprit prophétique, il avait compris déjà à l'avance que le Front populaire ne marcherait pas, mais enfin, quand on regarde tous les films de Duvivier, on s'aperçoit que c'est un grand pessimiste et que de toute façon, la plupart de ses films se terminent donc pas très bien. Donc Gabin va dans ce film où il a un des rôles principaux, même le rôle principal, peaufiner son image. Dans La Bandera, il était un mauvais garçon voué à la mort, qui partait s'engager dans la Légion étrangère pour échapper à la justice. Dans ce film-là, il est un ouvrier, d'abord chômeur, puis ensuite un des constructeurs de cette guinguette communautaire, collective. Et là, donc,
apparaît sa casquette, qui va rester célèbre, et puis la gouaille parisienne qui l'appuie énormément. Il est vraiment parisien, Gabin, même s'il a vécu une grande partie de sa vie en Normandie. Il est né à Paris, il a vécu une grande partie de son enfance à Paris. Donc c'est une deuxième brique, si on peut dire, de son image qui s'installe. Alors, le film donc est écrit pour lui, par lui, enfin pas par lui, puisque c'est Charles Pack et Duvivier qui l'écrivent, mais il participe réellement à la construction de ce projet. Et dans le générique, c'est le premier nom qui apparaît, c'est-à-dire même le premier nom qui apparaît, c'est Jean Gabin dans un film de Julien Duvivier. Donc c'est réellement un film fait autour de Gabin, et où il illumine d'ailleurs l'écran. Il y a des gros plans, dont un gros plan où il rêve. C'est vraiment centré sur ses yeux qui étaient extrêmement clairs, avec sa casquette sur la tête. Il est à côté de ses copains, mais on l'a isolé dans le plan, et c'est vraiment son rêve en définitive, ce qu'il appellera d'ailleurs une belle idée. Cette donc idée qu'il a eue, parce que c'est lui qui est la cheville ouvrière de cette collectivité, donc de créer cette guinguette. Alors je reprends un peu l'histoire. Donc ce sont 5 chômeurs ou travailleurs déclassés, parce qu'il y en a un qui n'est pas totalement chômeur, qui est Jacques, qui est d'ailleurs le personnage le moins important. Et donc, ils gagnent la loterie. Alors déjà, ils ne prennent pas le pouvoir, ils n'installent pas un soviet, ils vont créer une guinguette, c'est-à-dire leur grand but, c'est de devenir en fait leur propre patron. Et donc, ils vont y réussir au début, en tout cas, c'est-à-dire ils vont trouver le lieu, ils ont l'argent, tout se passerait parfaitement. Et là, deuxième point, donc il y a la fierté d'ouvriers qui sont en train de se débrouiller tout seuls, d'être leur propre maître. Mais il y a un grain de sable important. Donc on a vu ces ouvriers fiers de s'émanciper, de s'affranchir du salariat, qui créent leur propre outil de travail, cette guinguette, et qui pensent que leur vie va être formidable. Mais un grain de sable vient se placer dans leurs chaussures. C'est évidemment, dans les films de Duvivier, c'est souvent le cas, une femme. C'est-à-dire, on a l'articulation ici d'une sorte d'espoir ouvrier, mais qui se terminera mal. Donc, ce qui prouve aussi que même par rapport à ça, l'attelage Duvivier, Gabin, Charles Pack, qui est le scénariste, qui est un scénariste très important à l'époque, n'est pas enthousiaste et ne voit pas de lendemain qui chante. Ils n'ont pas tout à fait tort, puisque le Front populaire, même s'il va avoir de grands acquis, il va donner de grands acquis aux travailleurs à l'époque, va vite malheureusement se heurter à des obstacles qu'il ne saura pas dépasser. Mais là, à l'époque où le film est tourné, on n'est pas là. C'est au contraire, on est dans la période où pendant le tournage du film même, il y a la victoire du Front populaire, donc en mai 1936 aux élections. Mais ce qui va tout faire déraper, c'est donc la présence de Viviane Romance, alias Gina. Et là, on est dans une double... il y a une double matrice, c'est-à-dire que d'un côté... les films de Julien Duvivier sont souvent très misogynes, et ça depuis le début jusqu'à la fin. Un de ses meilleurs films, qui s'appelle Voici le temps des assassins, avec aussi Jean Gabin et Daniel Delorme, c'est un film d'une misogynie assez extraordinaire. C'est-à-dire
tout le malheur vient de deux femmes de deux générations différentes, la mère et la fille. Et c'est extrêmement virulent. C'est un film des années 50 où Gabin n'est plus un jeune premier, mais une figure de père ou d'homme arrivé, comme il le sera donc à partir des années 50 jusqu'à la fin. Mais là, donc, on est dans une autre configuration avec un Gabin jeune et il tombe amoureux de Gina, Viviane Romance, garce populaire, selon la taxinomie liée au cinéma de l'époque, c'est-à-dire c'est pas la femme fatale, c'est pas Mireille Balin qui sera une femme plus chic. Viviane Romance, en général, elle joue les rôles de femme du peuple, souvent de prostituée, et le plus souvent, elle amène le malheur dans ses films faits par des hommes, réalisés donc par des hommes, tournés et joués en maximum par des hommes à une époque dans les années 30. Et ça, c'est la deuxième matrice. Les années 30 sont connues dans le cinéma français pour montrer des portraits féminins tout à fait négatifs et pas simplement dans les films de Julien Duvivier. Que ce soit Molnar, que ce soit La Chienne de Renoir, qui est sans doute un des monuments de la misogynie de l'époque. Les années 30 sont des films une époque où les films montrent des femmes qui détruisent en fait ce que les hommes patiemment essayent de construire. Et là, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout irait bien. Enfin, tout irait bien, il va y avoir d'autres problèmes, mais le problème principal, ça sera le problème de la venue sur l'écran de Viviane Romance, qui est en fait la femme de Charles Vanel et qui va devenir la maîtresse de Jean Gabin. Parce que l'autre star masculine, moins starifiée, mais enfin un acteur important de l'époque qui joue aussi dans le film, c'est Charles Vanel, qui joue le rôle d'un menuisier au chômage, donc un des gagnants de la loterie nationale, un de ceux qui s'installent donc sur les bords de cette rivière qui peut être la Marne ou la Seine et qui crée cette guinguette. Et lui a été marié à Gina, alias Viviane Romance. Et évidemment, ça s'est mal passé entre les deux. Et Jean Gabin, un peu par hasard, mais pas tout à fait quand même, va retrouver Gina, alias Viviane Romance, et devenir son amant. Et la jalousie, l'attitude destructrice de ce protagoniste féminin va faire qu'à la fin, ça sera non seulement un échec, mais une tragédie qui conclura ce film. Donc il y a une articulation aussi dans ce film entre un élément qui est lié, on pourrait dire, à la situation politique, historique, de classe de l'époque, et puis une autre qui est liée au rôle des femmes dans le cinéma français. Et dans les années 30, c'est un rôle négatif que lui font jouer les scénaristes, réalisateurs et producteurs. Ça changera étrangement pendant l'occupation, sans doute parce que la figure de l'homme vaincu n'est pas très glorieuse, et donc on aura des rôles féminins plus importants, que ce soit chez Autant Lara avec les 4 films qu'il a tournés avec Odette Joyeux, ou chez Jean Grémillon avec par exemple un film magnifique comme Le ciel est à vous avec Madeleine Renaud, où là on a une femme héroïne qui en plus dame le pion au fur et à mesure que le film avance à son mari, et qui a une femme qui a un rôle non seulement positif, mais vraiment héroïque. Mais on n'en est pas là, loin de là, en 1936, à l'époque où donc est tournée La Belle Équipe. Il y aura une petite, pour Viviane Romance, une petite exception quand même, avec un film qui est aujourd'hui un peu trop oublié et qui est magnifique, qui s'appelle La Maison du Maltais,
où elle joue le rôle d'une prostituée, mais d'une prostituée au grand cœur, qui tombe amoureuse d'un jeune homme qui, lui, n'est pas un monument de virilité agressive, mais qui est plutôt un homme doux, qui est joué par Marcel Dalliot. Et c'est un film de Pierre Chenal qui est assez atypique par rapport à cette époque des années 30. Mais là, pour revenir à La Belle Équipe, on a d'abord La Belle Équipe, c'est 5 hommes. Il y a 2 femmes qui vont un peu s'y agglomérer de manière diverse. Une est la petite amie d'un des compagnons, qui est l'Espagnol, celui qui va d'ailleurs devoir partir en exil, enfin repartir, qui est en exil en France, qui va devoir repartir dans son pays parce qu'il va être expulsé. Huguette, qui est une femme qui garde sa place, donc elle n'est pas dangereuse. Viviane Romance, donc, qui joue Gina, donc, qui est la femme du personnage interprété par Charles Vanel, et donc qui va devenir la maîtresse de Jean Gabin. Elle ne garde pas sa place, et donc elle est vouée aux gémonies. Et elle est vouée aux gémonies notamment par le scénario et par le film lui-même. Voilà, donc grosso modo, l'articulation. Après, comment se fait-il que ce film n'ait pas fonctionné en 1936, c'est-à-dire au moment de sa sortie, et pourquoi aujourd'hui c'est un film qui est devenu un peu mythique? Alors, en 1936, c'est difficile à dire, mais si on lit la critique de l'époque, les gens ont été déçus en fait beaucoup par la fin. Alors, il y a eu 2 fins, mais la première fin, c'est celle qui aujourd'hui est accessible. C'est une fin très négative qui se termine en tragédie. Gabin tirant sur Vanel et le rêve, la belle idée s'écroulant d'elle-même. Quand le film a été montré donc aux critiques, beaucoup ont dit que la fin était forcé du côté de la tragédie, et il est peu probable que les gens aient voulu voir disons, leur rêve, puisque quand même à ce moment-là, le public français est un public populaire, et je pense que beaucoup de spectateurs croyaient aux idéaux du Front populaire, et voir donc cette expérience se terminer mal, il est possible qu'il n'ait pas voulu s'associer donc à ce film. En tout cas, par exemple, la critique de l'Humanité est assez mauvaise sur le film à l'époque, l'Humanité, donc journal du Parti communiste. Même les journaux d'extrême droite ne sont pas très favorables au film, notamment un célèbre critique d'extrême droite, Lucien Rebattet, alias François Vineuil, pour son nom de plume, enfin son nom de critique en tout cas, justement critique la fin du film en disant qu'elle est inutilement noire et qu'elle noircit un film qui aurait pu se terminer autrement. Et la fin positive va donc, le producteur du film, qui était devenu un ami de Julien Duvivier, va réussir à convaincre Julien Duvivier de tourner une fin positive. Alors, qu'est-ce qu'une fin positive dans ces cas-là? Dans ces cas-là, c'est les 2 hommes rejettent Viviane Romance d'un commun accord, ce qui est resté un petit peu à un moment dans le film, dans le film que nous voyons, mais là, disons, grosso modo, ça s'arrêterait à peu près à ça, et la guinguette fonctionne. Donc, ça se fait sur le dos quand même de la femme, la fin positive. C'est une fin positive pour les hommes, mais pas obligatoirement pour tout le monde. Cette nouvelle fin ne va pas réussir à sauver le film à l'époque. Alors pourquoi, par contre, après-guerre, et spécialement bien après-guerre, c'est-à-dire grosso modo ces dernières années, on a réhabilité, en tout cas dans la mémoire, ce film? Alors je pense qu'un des éléments essentiels, c'est évidemment Gabin. Gabin, dans le film, il est absolument extraordinaire. Et c'est une époque, enfin, de toute façon, moi, je le trouve extraordinaire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 1930 à sa mort dans les années 70. Mais dans ce film, il est absolument formidable. Il est filmé de manière vraiment à le rendre
comment charnel. On a l'impression réellement qu'il habite cet écran. Il a évidemment une aura, une présence bien plus grande que les autres protagonistes du film, que Charles Vanel, qui est très bon acteur, mais qui n'a pas cette présence-là, que Amos, Raymond, le couvreur, celui qui est donc un des 5 compagnons, et que les 2 autres, Mario l'Espagnol ou Jacques qui va partir au Canada. Et c'est le moment où se bâtit comment, son image. Et je pense qu'à posteriori, pour les gens qui, qui ont été, c'est très subjectif ce que je dis et j'espère que je serai contesté, mais j'ai l'impression que les gens qui ont vu Gabin dans les années 60 et 70 et ne l'ont pas trop aimé à l'époque, à mon avis ils avaient tort parce qu'on redécouvre chaque jour ces films et on voit qu'ils sont quand même assez extraordinaires et que lui en tout cas est extraordinaire. Mais enfin, bon. Se projetant au début de sa carrière, on le redécouvre en plus en ouvrier. Il est extraordinaire, enfin vraiment formidable, quoi. On l'a comparé longtemps à James Cagney. Bon, James Cagney aujourd'hui est complètement oublié des Français, mais à l'époque c'était la vedette américaine, et donc Gabin était un peu le Cagney français. Et dans ce film, dans la belle équipe, c'est quelque chose qui est extrêmement apparent. Il est au niveau des stars américaines. Il a une présence physique qui est au niveau des stars américaines. Et il a autre chose en plus pour lui. Et ça, c'est peut-être la deuxième raison. Il peut chanter, il peut danser comme les stars américaines le faisaient. Il vient du music hall. Et la chanson quand on se promène au bord de l'eau, est une chanson qui est devenue une sorte de drapeau non seulement de la belle équipe, mais de drapeau. Donc c'est une chanson écrite au niveau de la musique par Maurice Yvain, dont les paroles ont été signées par Duvivier et Potra, qui était un lyriciste, enfin un écrivain donc, de chansons. Cette chanson, en fait, elle ramène à cette époque du cinéma français triomphant, du Front populaire qui s'avance, même si le film, en fait, est d'un pessimisme absolu par rapport à la fin de cette aventure politique. Dont qu'il n'analyse pas, hein, dont il pressent simplement. Je veux dire, il ne parle que c'est d'une manière tout à fait médiatisée. C'est à travers une histoire de 5 hommes donc qui crée une sorte d'entreprise collective. Mais c'est très, très pessimiste par rapport à cette aventure. Il y a quand même dans le film, il y en a un qui s'en va avant la fin, un qui meurt, qui tombe d'un toit, Amos, pardon, Raymond dans le film, c'était d'ailleurs son prénom réel, Raymond Amos. Et puis un qui est obligé de partir parce qu'il est expulsé, donc Mario. Donc c'est pas vraiment un film qui a la gloire d'une aventure communautaire ou collective, mais c'est resté comme ça dans la mémoire des gens, à tel point que en voyant une présentation d'ailleurs très bonne faite sur Arte, c'est ça qui était souligné. Et je pense que c'est pas un tort, mais que c'est une vision à la fin très pessimiste justement de ce Front populaire. Et alors justement, là, je me pose en même temps une autre question. Pourquoi Le crime de Monsieur Lange, film qui moi me semble plus en relation avec l'époque, encore plus, qui est un film en plus écrit par Jacques Prévert, tourné par Jean Renoir,
Alors évidemment, il n'a pas autant n'a pas laissé une marque aussi grande dans la mémoire collective. Alors, je pense que la différence, elle est simple, c'est que René Lefebvre est un acteur formidable, c'est lui qui joue Monsieur Lange dans Le crime de Monsieur Lange, mais c'est pas Gabin. Et Gabin est un phénomène tout à fait extraordinaire en lui-même. Il va l'être encore après ce film. Avec Julien Duvivier, il va tourner Pépé le Moko. Avec Jean Renoir, donc La Grande Illusion, Les Bas-fonds et La Bête humaine. Avec Jean Grémillon, Gueule d'amour, un film vraiment qu'il faut revoir si vous ne l'avez pas revu. Gueule d'amour, où il joue le rôle au départ d'un Spahi, puis ensuite de l'amant de Mireille Balin. Enfin, c'est un film tout à fait étonnant de Jean Grémillon, où en plus le mythe Gabin est revisité, puisque d'une sorte de tombeur de dames qu'il est quand il est Spahi, il devient presque un proscrit à un moins que rien quand il arrête d'être militaire. Et toute la fragilité de Jean Gabin, que l'on voit déjà dans La Belle Équipe et qu'on voit aussi dans La Bandera, et qui est un ingrédient de ces personnages de l'époque, évidemment, est encore plus magnifié par Grémillon donc dans Gueule d'amour. Et puis, il y aura Remorque encore de Grémillon. Et puis, il sera temps pour lui de partir aux États-Unis, où il ne va pas faire une énorme carrière, mais il fera quand même quelques films, dont L'Imposteur, qui est un film assez intéressant, et Moon Tide aussi. Et puis, il reviendra en France avec la 2e division blindée du alors général Leclerc, qui deviendra maréchal plus tard à sa mort. Et il va faire une année de guerre en France entre le débarquement et la défaite de l'Allemagne. Et après-guerre, par contre, il aura beaucoup plus de mal à faire redémarrer sa carrière. Il aura encore des rôles, mais il n'aura plus le succès qu'il a eu à partir de La Bandera et de La Belle Équipe. Je pense que c'est ça qui fait donc la grande différence entre les films avec Gabin et les films sans Gabin. C'est Gabin. C'est-à-dire Jean Gabin est un vrai phénomène qui en plus a duré quelque chose comme 40 ans, et avec des hauts et des bas, mais avec des hauts quand même très très hauts. Et c'est un phénomène exclusif, si je puis dire. Bon, il y a bien eu Belmondo, mais Belmondo n'a pas eu autant d'impact encore que Gabin, et spécialement le Gabin de l'époque de La Belle Équipe. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce film. S'il y a des questions, j'en répondrai avec plaisir. Il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va faire comme personne n'a de questions, on va faire l'autre fin. Est-ce que tu peux revenir en disant qu'est-ce que tu avais dit J'avais oublié. Ouais, j'avais oublié ça. Alors, quoi, l'autre fin, c'est-à-dire ou au moins tu dis juste, tu dis voilà, j'ai terminé, voilà, voilà. Ou tu arrêtes, ou tu fais une pause, je sais pas. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, qui en fait ce qui moi m'a plu dans ce travail que j'ai fait pour préparer cette intervention. C'est un film sur lequel j'ai un avis en fait un peu mesuré, mais c'est que c'est un champ dans lequel il y a ce que moi j'appellerais du bon et du moins bon, et que ce qui est passionnant dans ce film, et ce qui est passionnant dans la plupart des films en fait, c'est que c'est fait d'éléments
et que ces éléments, où ils vont tous dans le même sens, ou certains ne vont pas tous dans le même sens, et qu'en plus, ils sont liés, quand on fait l'analyse aujourd'hui, ce n'est pas l'analyse qu'on pouvait faire dans les années 30. Je pense que, par exemple, la misogynie majuscule de ce film, moi, m'a beaucoup frappé quand je l'ai revu là, mais elle ne m'avait pas déjà beaucoup frappé quand je l'ai vu pour la première fois quand j'avais une vingtaine d'années. Et je pense qu'à l'époque, dans les années 30, où là je n'étais pas né, elle a encore moins dû frapper les gens. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est comment on découvre des fils dans certains films, dont La Belle Équipe, qui n'étaient pas obligatoirement évidents à l'époque où ils sont sortis. Merci beaucoup, Édouard.